Le joueur d'échecs Stefan Zweig. Sur le grand paquebot qui à minuit quittait New York à destination de Buenos Aires, régnait le va-et-vient habituel du dernier moment. Les passagers embarquaient, escortés d'une foule d'amis, des porteurs de télégrammes, la casquette sur l'oreille, jetaient des noms à travers les salons. On amenait des malles et des fleurs, des enfants curieux couraient du haut en bas du navire pendant que l'orchestre jouait imperturbablement. Sur le pont promenade, un peu à l'écart du mouvement, je m'entretenais avec un ami lorsque 2 ou 3 éclairs jaillirent tout près de nous, apparemment un personnage de marque qu'on photographiait vite avant le départ. Mon compagnon regarda dans cette direction et sourit. « Vous avez à bord un oiseau rare, Sentovic. » Et comme je n'avais pas l'air de comprendre, il ajouta en guise d'explication « Mikko Sentovic, le champion mondial du jeu d'échecs. Il a traversé les États-Unis d'est en ouest, sortant vainqueur de tous les tournois, et maintenant il s'en va cueillir de nouveaux lauriers en Argentine. » Je me souvins alors de ce jeune champion et de quelques particularités de son étonnante carrière. Mon ami, qui lisait les journaux mieux que moi, compléta mes souvenirs d'une quantité d'anecdotes. Il y avait environ 1 an, Sentovic était devenu d'un coup l'égal des maîtres les plus célèbres de l'échiquier. Alekhine, Capablanca, Tartakover, Lasker, Bogojoubov n'avaient plus rien à lui apprendre. Depuis qu'en 1922, Rzewski, le jeune prodige de 7 ans, s'était distingué au tournoi de New York, on n'avait vu personne d'aussi obscur attirer avec autant d'éclat l'attention du monde sur l'illustre confrérie des joueurs d'échecs. Car les facultés intellectuelles de Sentovic n'eussent permis en aucune façon de lui prédire un brillant avenir. Le bruit courait que ce champion était incapable d'écrire une phrase même dans sa propre langue, sans faire des fautes d'orthographe, et que, selon le mot d'un partenaire rageur, son inculture était universelle. Sentovic était le fils d'un misérable batelier slave du Danube, dont l'embarcation fut coulée une nuit par un vapeur chargé de blé. À la mort de son père, l'enfant qui avait 12 ans fut recueilli par le curé de son village et l'excellent prêtre s'efforça honnêtement de faire répéter à ce garçon apathique et taciturne les leçons qu'il n'arrivait pas à retenir à l'école. Mais ces tentatives demeurèrent vaines. Mirko penchait son large front sur des caractères d'écriture qu'on lui avait déjà expliqués 100 fois et il les fixait d'un œil vide. Son cerveau était impuissant à garder les notions les plus élémentaires. À 14 ans, il s'aidait encore de ses doigts pour compter et ne lisait un livre ou un journal qu'au prix des plus grands efforts. On eût pu dire cependant qu'il y mettait de la mauvaise volonté. Il faisait facilement ce qu'on lui ordonnait, portait l'eau, fendait le bois, travaillait au champ, nettoyait la cuisine, bref, il rendait consciencieusement, bien qu'avec une lenteur exaspérante, tous les services qu'on lui demandait. Mais ce qui chagrinait surtout le bon ecclésiastique, c'était l'indifférence totale de son bizarre protégé. Il n'entreprenait rien de son chef, ne posait jamais une question, ne jouait pas avec les garçons de son âge. Sitôt sa besogne finie, on le voyait s'asseoir quelque part dans sa chambre avec cet air absent et vague des moutons au pâturage, sans prendre le moindre intérêt à ce qui se passait autour de lui. Le soir, le curé, allumant sa longue pipe, faisait avec le maréchal des logis ses 3 parties d'échecs quotidiennes. L'adolescent approchait alors de la table sa tignasse blonde et fixait silencieusement l'échiquier avec des yeux qu'on croyait endormis et indifférents sous leurs lourdes paupières. Un soir d'hiver, tandis que les 2 partenaires étaient plongés dans leur jeu, on entendit tinter toujours plus près les clochettes d'un traîneau qui glissait à fond de train dans la rue. Un paysan, la casquette blanche de neige, entra précipitamment et pria le prêtre de venir administrer l'extrême onction à sa vieille mère qui se mourait. Le curé le suivit sans tarder. Le maréchal des logis, qui n'avait pas encore vidé son verre de bière, ralluma sa pipe et se mit en devoir de renfiler ses lourdes bottes pour s'en aller. Il s'aperçut tout à coup que le regard de Mirko restait obstinément fixé sur la partie commencée. « Eh bien, veux-tu la finir ?» dit-il en plaisantant, car il était persuadé que le jeune endormi ne saurait pas déplacer un pion correctement sur l'échiquier. Le garçon leva timidement la tête, fit signe que oui, et s'assit à la place du curé.
En 14 coups, voilà le maréchal des logis battu et obligé de reconnaître qu'il ne devait pas sa défaite à une négligence de sa part. La seconde partie tourna de même. « Mais c'est l'âne de Balaam !» s'écria l'ecclésiastique stupéfait lorsqu'il entra. Et il expliqua au maréchal des logis, moins versé que lui dans les Écritures, comment, 2000 ans auparavant, semblable miracle s'était produit, une créature muette ayant soudain prononcé des paroles pleines de sagesse. Malgré l'heure avancée, le bon père ne put réprimer son envie de se mesurer avec son protégé. Mirko le battit aisément. Il avait un jeu lent, tenace, imperturbable, et ne relevait jamais son large front penché sur l'échiquier. Mais la sûreté de sa tactique était indiscutable. Ni le maréchal des logis, ni le curé ne parvinrent les jours suivants à gagner une partie contre lui. Le prêtre, qui connaissait mieux que personne le retard de son pupille dans d'autres domaines, fut curieux de savoir jusqu'où allait ce don singulier. Il conduisit Mirko chez le barbier du village, fit tailler sa tignasse couleur de paille pour le rendre plus présentable et l'emmena en traîneau à la petite ville voisine. Il connaissait là quelques joueurs d'échecs enragés, plus forts que lui, et toujours attablés dans un coin du café de la Grand Place. Quand il entra, poussant devant lui ce garçon de 15 ans aux cheveux pâles, aux joues rouges, les épaules couvertes d'une peau de mouton retournée, les habitués ouvrirent de grands yeux. Le jeune homme resta planté là, le regard timidement baissé, jusqu'à ce qu'on l'appelât à l'une des tables. Il perdit la première partie, n'ayant jamais vu son excellent protecteur ni le maréchal des logis pratiquer ce qu'on appelle l'ouverture sicilienne. La seconde fois, il faisait déjà partie nulle contre le meilleur joueur de la société, et aux suivantes, il les battait tous l'un après l'autre. C'est ainsi qu'une petite ville yougoslave fut le théâtre d'un événement palpitant et que ses notables assistèrent au début sensationnel de ce champion villageois. On décida à l'unanimité de retenir le jeune prodige jusqu'au lendemain pour pouvoir informer de sa présence les autres membres du club et surtout le vieux comte Simzik, un fanatique du jeu d'échecs. Le curé, qui regardait son pupille avec une fierté nouvelle, ne pouvait cependant négliger ses devoirs dominicaux. Il se déclara prêt à laisser Mirko à ces messieurs pour qu'il fît mieux encore ses preuves. Le jeune Sentovic fut alors installé à l'hôtel aux frais des joueurs et il vit ce soir-là pour la première fois de sa vie un cabinet muni d'une chasse d'eau. Le dimanche après-midi, dans une salle comble, le garçon demeura assis sans bouger 4 heures durant devant l'échiquier et il vainquit tous ses adversaires. Il ne prononça pas une parole, ne leva même pas les yeux. Quelqu'un proposa une partie simultanée. On eut 1000 peines à expliquer au ruchetot qu'on entendait par là le faire jouer seul contre plusieurs partenaires. Mais sitôt qu'il l'eut compris, il s'exécuta sans retard, alla lentement d'une table à l'autre en faisant craquer ses gros souliers et pour finir, gagna 7 parties sur 8. Alors commencèrent de longues délibérations, bien que le nouveau champion ne fût pas un ressortissant de la ville au sens étroit du mot, l'esprit de clocher se réveilla. Qui sait si la petite localité dont l'existence était à peine relevée sur la carte n'allait pas s'illustrer en donnant au monde un homme célèbre. Un impresario nommé Keller, qui s'occupait d'habitude de fournir des chansons et des chanteuses au cabaret de la garnison, s'offrit à conduire le jeune phénomène à Vienne, chez un maître remarquable, disait-il, qui achèverait de l'initier à son art. Il fallait seulement que quelqu'un voulût bien pourvoir aux frais d'un an de séjour dans la capitale. Le comte Simzik, qui en 60 ans de pratique quotidienne n'avait jamais rencontré d'adversaire aussi étonnant, signa un chèque sur le champ. Ainsi commença l'extraordinaire carrière de ce fils de batelier. En 6 mois, Mirko apprit tous les secrets de la technique du jeu d'échecs. Ses connaissances étaient étroitement limitées, il est vrai. On s'en aperçut et l'on en rit souvent dans les cercles qu'il fréquenta par la suite. Car Sentovic ne parvint jamais à jouer une seule partie dans l'abstrait, ou comme on dit à l'aveugle. Il était absolument incapable de se représenter l'échiquier en imagination dans l'espace. Il avait besoin de voir devant lui réelles et palpables les 64 cases noires et blanches et les 32 figures du jeu. Même lorsqu'il fut célèbre dans le monde entier, il prenait avec lui un échiquier de poche pour mieux se mettre dans l'œil la position des pièces s'il voulait résoudre un problème ou reconstituer une partie de maître.
Ce défaut négligeable en lui-même décelait assez son manque d'imagination et on le commentait vivement dans le milieu qui l'entourait, comme on eût fait parmi les musiciens d'un virtuose ou d'un chef d'orchestre distingué qui se fût montré incapable de jouer ou de diriger sans avoir la partition ouverte devant lui. Mais cette particularité ne retarda nullement les stupéfiants progrès de Mirko. À 17 ans, il avait déjà remporté une douzaine de prix. À 18 ans, il était champion de Hongrie et à 20, champion du monde. Les plus hardis joueurs, ceux qui par l'intelligence, l'imagination et l'audace dépassaient infiniment Sentovic, ne purent résister à son implacable et froide logique. Ils se trouvèrent devant lui comme Napoléon devant le lourd Koutouzov ou comme Hannibal devant Fabius Cunctator, dont Tite-Live rapporte qu'il présentait dans son jeune âge des signes frappants d'imbécilité. L'illustre galerie des maîtres de l'échiquier comprenait jusqu'alors les types d'intelligence les plus divers, des philosophes, des mathématiciens, des cerveaux imaginatifs et souvent créateurs. Un personnage étranger au monde de l'esprit y figura désormais, sous les traits de ce rustre lourdeau et taciturne auquel les plus habiles journalistes ne parvinrent jamais à soutirer le moindre mot qui pût servir à leur article. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.